Deux remarques qui sont en même temps des questions. La première, c'est que finalement, ce que vous faites, c'est une critique de l'instrumentalisation. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, une critique de l'instrumentalisation de l'éthique. Et il y a deux formes d'instrumentalisation que vous mettez en évidence. C'est d'abord l'éthique comme certification, c'est-à-dire il y aurait un moment de l'éthique et l'éthique servirait à blanchir un certain nombre de pratiques, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'environnement. Et le deuxième outil d'instrumentalisation que vous avez, auquel, disons, un de vos exemples fait écho, c'est la captation de l'éthique par la psychologie. C'est-à-dire quand vous dites, vous avez cité l'exemple du diagnostic qu'on ne veut pas révéler aux patients parce qu'ils seraient incapables de le supporter. Finalement, il y a aussi parfois cette tendance à instrumentaliser l'éthique et à en faire l'otage de la psychologie, c'est-à-dire à considérer que la souffrance, finalement, est le seul critère qui doit être pris en compte dans une réflexion éthique, alors que ce n'est évidemment pas le seul critère. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ce que je dis, évidemment, c'est ouvert à la discussion. La deuxième remarque, c'est le rapport entre l'éthique et la décision, c'est-à-dire que on a le sentiment que lorsque l'éthique est convoquée comme l'acteur de la décision, alors effectivement, elle est toujours exposée à l'instrumentalisation. Est-ce que l'éthique est décisionnaire finalement? Est-ce que le moment de la décision n'est pas un moment qui, par définition, est un moment qui n'est pas un moment d'éthique? Voilà. En tant qu'ayant eu des grandes responsabilités associatives, dans l'analyse que tu fais aujourd'hui de cette perversion en quelque sorte de l'éthique, est-ce que les lobbies associatifs, le fait d'avoir politisé un certain nombre de questions de santé, n'a pas finalement distancé les acteurs du questionnement éthique? On voit comment certaines associations se sont appropriées un discours politique au nom des personnes malades et à quel point elles ont quelquefois réduit le questionnement éthique à des enjeux quasiment catégoriels. Donc est-ce que derrière cette critique que tu fais de l'éthique aujourd'hui dans le domaine du soin, il n'y a pas un appauvrissement de la personne malade dans sa solitude? Et je prends juste, comme tu as participé à la rédaction de la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, si on prend que l'exemple du dossier médical, aujourd'hui, il y a une exploitation inéthique du dossier médical accessible finalement facilement, y compris à des assureurs, pour des personnes qui sont socialement plus démunies. Sinon, c'est une réalité qui va s'amplifier d'ailleurs avec la mise en commun de données médicales à travers tout ce qui se met en place dans la nouvelle loi de modernisation du système de santé. Donc voilà, en tant qu'analyste de sciences politiques, est-ce qu'une des questions que tu poses sur j'allais dire la faiblesse ou la perversion d'une certaine approche éthique que j'arrive à parfaitement partager, est-ce qu'elle n'interroge pas aussi une certaine politisation et déséthisation des questions d'éthique par un lobby associatif qui est considéré comme le seul interlocuteur aujourd'hui des pouvoirs publics et qui nous amène, et on l'a vu encore récemment sur quelques points d'amendement de la loi relative à la modernisation de la santé publique, qui amène certains responsables associatifs à tenir des positions, j'allais dire, éthiquement très discutables par rapport à des enjeux qu'ils devraient partager avec les personnes malades qui ne représentent plus. Par exemple, sur le partage des données de santé, c'est-à-dire sur l'open data aujourd'hui, que des grands responsables associatifs ont dit ça nous permettra d'avoir des données, j'allais dire, et sans prendre en compte les conséquences que ça peut avoir, notamment sur l'appariement de données sociales et médicales et sur la vulnérabilisation de certaines personnes, la circulation de ces personnes en dehors d'un cercle limitatif, y compris, j'allais dire, par la CNAM qui peut exploiter aussi ces données. Bref, tous ces éléments ont été passés comme nul et non avenu par un certain nombre de leaders associatifs au détriment, j'allais dire, de la réflexion éthique et en caution de pouvoir politique, de possibilités politiques qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre champ, c'est celui aujourd'hui de la sécurité. Donc tous ces éléments, de notre point de vue, au contraire, on appelle à une exigence éthique, un renouvellement et, j'allais dire, à même des postures de résistance éthique qui aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à assumer. C'est pour ça que je comprends bien ton approche, mais quand je vois comment le juridique
et notamment les légistes ont envahi l'espace public au détriment d'un questionnement éthique et s'approprient quelquefois la réflexion éthique jusqu'à ce que dans certaines instances ce soit des juristes qui font les cours d'éthique. On voit qu'il y a besoin, non mais c'est tous ces éléments à prendre en compte si on rentre dans la complexité, sans citer des personnes et sans faire de polémique, mais pour bénéficier d'éclairage de Pierre Lascaume. Bon, alors, vous remarquerez d'abord les questions de vocabulaire. Je ne me suis pas censuré, comme vous voyez, je dis strictement pas aucun enjeu personnel ni professionnel dans cette situation. Donc, quand j'ai parlé, je me suis excusé tout à l'heure de l'expression utilisée par le journaliste économique quand il parlait de l'éthique comme d'un cache-sexe, et j'ai employé les termes d'écran, de disparité d'attention, dissymétrie, etc. Donc, eux, l'un comme l'autre ont employé quand même des mots extrêmement durs, instrumentalisation, perversion, enfin, non, c'est pas la peine de tirer vous voyez, parce que du coup c'est une façon de ne pas entendre ce qu'ils ont dit. Si on résume ce que j'ai dit à une sorte de dénonciation de l'instrumentalisation, de la perversion, on peut plus se parler, quoi, parce que ce n'est pas ce que je dis. D'accord, voilà. Deuxième chose peut-être plus importante et plus délicate à traiter, c'est votre point quand vous dites que pour poser la question de savoir le lien avec la décision et dans quelle mesure l'éthique peut-elle contribuer, ou même, vous avez dit, c'est comme être presque partie prenante à la décision. Donc, dans ce sens-là, je réagis comme ça, spontanément. Vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé il y a, pas ce week-end-ci, le week-end précédent à Nanterre, mené par Bruno Latour, à propos, quand il a fait simuler avec Laurence Tubiana la future conférence du climat, COP21, etc. Leur démarche procédurale était typiquement une démarche qui cherchait à mettre autour de la table, on peut dire, le maximum de parties prenantes. Et parmi les parties prenantes, il n'y avait pas, évidemment, que les humains. Il y avait tout ce qu'on appelle les non-humains, c'est-à-dire les différentes espèces animales, végétales, mais aussi les milieux. Et pour moi, si vous voulez, ce que je répondrais, c'est que je pense que dans toute une série de processus de décision, plutôt que de demander au Comité national d'éthique de faire un rapport, de prendre une position, je trouverais... ça c'est une chose, c'est une façon d'instruire un dossier. Mais ça devrait aller plus loin, c'est-à-dire que moi je verrais bien dans une situation de négociation, de tour de table, le fait qu'il y ait que, comme on peut imaginer des acteurs qui représentent les milieux halieutiques, on peut imaginer des acteurs qui représentent le point de vue éthique. Chaque fois, dans leur cohérence, éventuellement leur parti pris, leurs exigences, etc. Mais parce que l'affirmation de point de vue particulier, il faut toujours le voir dans ces débats-là, dans la concertation, non pas comme une façon de porter des revendications catégorielles pour savoir qui va avoir raison sur qui, mais c'est plutôt amener les autres à faire évoluer leur position. Donc, dans ce sens-là, moi je répondrai oui, voilà. Que le point de vue éthique peut être décisionnel à partir du moment où il participe en tant que tel, dans sa cohérence, à une procédure collective, et ça me semblerait bien plus profitable que ces situations dans lesquelles ceux qui sont autour d'une table, de temps en temps revendiquent l'éthique quand ça les arrange, de temps en temps revendiquent le droit quand c'est mieux, de temps en temps, etc., font comme si tout ça n'existait pas et préfèrent défendre des intérêts économiques, où l'éthique finalement n'a pas d'ancrage. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce sont des vieux débats entre nous, mais qui restent toujours d'actualité, donc je comprends tout à fait. Sur les questions de... c'est sûr que ce que je réponds à propos de politisation, politisation des enjeux de santé, mais on peut le dire aussi politisation des enjeux environnementaux, c'est les mêmes types de situations. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui se passe, plutôt je dirais ça, qu'est-ce qui se passe quand on met dans le débat public,
en interpellant les acteurs politiques, des enjeux qui jusque-là étaient traités dans un domaine scientifique, technique, etc. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce déplacement ? Moi, j'entendrai la chose de façon un peu différente en disant que cette situation-là, ou ce processus-là que je reconnais tout à fait, pour moi, il faut le comprendre comme une réponse à la dissymétrie et à l'oligarchie dont je parlais tout à l'heure. Dans le contexte actuel, c'est une façon d'exercer un contre-pouvoir. Chacun utilise les armes qu'il peut. Il y en a qui utilisent les armes du savoir, il y en a qui utilisent les armes du pouvoir économique, il y en a qui utilisent la publicisation et l'interpellation des politiques, surtout dans un contexte où les politiques sont particulièrement sensibles à ces phénomènes d'opinion. Donc ça, c'est... voilà. Donc pour moi, c'est pas en soi une, entre guillemets, perversion, c'est une situation qui est compréhensible et qui, à mon avis, perdurera tant que justement on sera dans des situations qui seront encore fortement marquées de situations inégalitaires. Alors, encore plus compliqué, merci Emmanuel, sur ces questions de partage de données de santé. Et le parallèle avec les questions de sécurité publique, je trouvais très bienvenu, parce que ça montre bien finalement les risques. Voilà. En même temps, là aussi, on est quand même dans une situation de dissymétrie. Quand on voit la pauvreté des données que l'assurance maladie a été capable de produire jusque-là dans une connivence générale. Les partenaires sociaux sont les premiers responsables. Je ne mets pas, c'est pas une question. Voilà. Mais au nom de toute une série de raisons qui, de mon point de vue, dont les leurs, mais sont aussi injustifiables les unes que les autres, sur les différents types de prescriptions médicales, surtout dans le monde libéral, mais aussi sur un certain nombre de coûts, de traitements, etc. Donc je pense que on est dans une situation où d'un côté il y a de la rétention absolue d'informations, et il faut bien trouver un moyen de faire bouger ça. Donc, effectivement, ce qui va dans le sens d'un certain partage de données médicales, voilà. Alors maintenant, c'est un pari. Moi, je n'étais pas là. Tu m'as dit que quelqu'un avait parlé ce matin des nouvelles technologies. Je crois et je ne crois pas aux vertus de l'informatique. Voilà. J'étais pas là. Bon, il y a peu de vertus, alors je comprends. Bon, voilà. Jusqu'à présent, les protections qui ont été données sont des protections informatiques, de codage, d'anonymisation, voilà. On peut penser que dans la mesure où ça permet de mettre en commun et de produire un certain nombre de données qui aujourd'hui n'existent pas, c'est quand même ça qu'il faut dire. Voilà, il faut penser des façons d'assurer régulièrement des contrôles, de la surveillance, de la mise à l'épreuve, etc., etc. Et puis la dernière, c'est, puisque un de nos vieux cheval de bataille, sur la question, on peut dire des abus des abus de l'usage des données médicales, comme par exemple peuvent les pratiquer les assureurs. Voilà, on voit, il me semble bien qu'il existe une sanction aujourd'hui pour les assureurs qui demanderaient des données médicales précises, etc. Bon, si c'est pas, il me semble bien, ou du moins ça a été demandé, peut-être qu'ils ont bien fait leur job et qu'il n'y a jamais eu de sanctions au sens propre. Voilà. Il y a certainement, typiquement, on doit être dans une situation à la française où on prononce une interdiction sans sanction. Je crois que nous en sommes là. Il y a une interdiction sans sanction. Et que donc ça repose là plutôt sur le côté de l'information des citoyens, des patients. Chaque fois qu'il y a une remise de dossier médical, c'est ça aussi le problème. Tu parles de ce que font les assureurs, mais voilà, j'ai regardé le verbatim de toute une série d'entretiens recueillis par le Infodroit, Santé Infodroit, pardon. C'est quand
quand même stupéfiant les conditions dans lesquelles les dossiers sont aujourd'hui encore non tenus, sont transmis par bout, sont envoyés par la poste, etc. Donc on ne prévient pas les gens, il n'y a pas d'accompagnement dans la remise des dossiers, ou très peu. Donc là, il y a quelque chose à faire. Voilà.